Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, je suis très honorée et un peu impressionnée de recevoir le docteur Radha Hatem, gynécologue, obstétricienne, engagé dans la prévention et la réparation de la santé des femmes. Tu as créé la Maison des Femmes. C'est la première structure en France qui propose une prise en charge globale des violences faites aux femmes en les mettant au centre de leur parcours de soins. Depuis 5 ans, même avant 5 ans, ta mission va bien au-delà des murs de Saint-Denis. La Maison des Femmes, c'est à présent une constellation. Radha, qu'est-ce qui, dans ton histoire de femme, de fille, t'a poussé à t'engager dans la réparation corps et âme des femmes ? Probablement parce que je suis une femme et que, sans doute, ce qu'elles vivent peut faire écho plus facilement. Je ne dis pas qu'un homme ne pourrait pas, mais nous sommes un peu connectés quand même par notre féminité, nos rapports à notre corps, nos rapports à la maternité, nos rapports au pouvoir, et que tout cela est passionnant. Comment est-ce que tu accompagnes les femmes à se réapproprier leur corps et le réacheminement vers le plaisir, vers le désir ? Plus qu'un accompagnement, en fait, c'est une porte ouverte. Parce que il y a, en tout cas au siècle précédent, il n'y avait pas beaucoup de lieux en dehors des cabinets de sexothérapie où les femmes n'étaient pas forcément à l'aise d'aller et où leurs conjoints peinaient beaucoup à les accompagner d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour évoquer toutes ces choses. Je pense qu'avec son généraliste, ce n'est pas simple, même quand il vous connaît bien. Avec sa bande de copines, c'est moins professionnel. Donc, je crois que progressivement, le gynécologue a pris une place de confident un peu de leur libido, des variations de leur libido, des variations de la libido de leur mari, de leur difficulté à habiter leur corps, parfois maltraités, pas toujours. Et forcément, ça nous a obligés à développer des compétences dans cette écoute. Et partant de là, essayer de les laisser aller, parce que c'est elles qui font le chemin, c'est pas nous, là où elles ont envie d'aller, et en essayant de voir comment on peut les aider, sans prendre le pouvoir, sans être dans l'injonction. Et c'est difficile pour une femme de savoir en fait ce qu'elle veut vraiment, même si elle est venue apporter sa peine à son médecin. C'est pas toujours très clair ce qu'elle attend de nous. Et comment ça se passe quand une femme arrive à la Maison des Femmes et qu'elle vient pour se faire réparer physiquement ? Comment est-ce qu'elle est accueillie concrètement ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est finalement la première réponse ? C'est un geste chirurgical ou ça va bien au-delà ? Alors, le geste chirurgical est la toute dernière réponse et parfois il n'en est pas une. Et toute la subtilité de cet accompagnement, c'est justement de faire prendre conscience aux femmes que le geste chirurgical n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'elles ont beaucoup de mal à accepter, parce que ça paraît très simple. J'ai un problème, je me fais opérer et je suis guérie. Sauf que quand ça touche au corps, au plaisir, au désir, il y a tellement d'ingrédients qui bouillonnent dans la marmite depuis l'enfance, voire même depuis les générations d'avant, et qui se retrouvent dans votre marmite, malgré vous.
qu'il faut vraiment, vraiment décanter, filtrer et arriver à dire, en fait, mon problème, c'est peut-être pas uniquement parce qu'on m'a coupé un bout de mon clitoris, mais peut-être que mon problème est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que vous observez de la résilience des femmes ? Je ne sais pas s'il y a une résilience des femmes. Je pense qu'il y a une résilience humaine, qu'elle s'exprime différemment. Si on parle des femmes qu'on accueille à la Maison des Femmes et qui ont des parcours migratoires assez abominables, il est certain que leur résilience force le respect parce que ce qu'elles ont traversé mettrait à terre probablement la plupart d'entre nous. Et malgré ça, elles trouvent le chemin de cette petite maison qui est au nord de Paris et elles arrivent à exprimer une demande qui est « je veux me relever, je veux me reconstruire, je veux redevenir entière, je veux quelque part reprendre ma vie en main ». Et pour ces femmes-là, c'est une résilience assez spécifique en fait. Et tous les gens qui gravitent autour de la Maison des Femmes, tous les bénévoles, tous les animateurs d'ateliers, sont complètement bluffés par cette pulsion de vie. Et ce qui revient souvent et qui me touche beaucoup, c'est elles me donnent bien plus que ce que je leur donne. J'ai les poils. J'ai pensé à cette question cette nuit en me préparant à notre rencontre. Je sais pas si mon inconscient m'a fait un cadeau. Est-ce que la nuit était bonne ? Plutôt. Je me suis dit, mais j'ai pas pensé aux hommes. En pensant à vous et en me préparant à l'interview, j'ai pensé beaucoup au chemin de réparation et à l'engagement et à l'engagement quasi. C'est une vocation, une mission que vous menez, que vous incarnez dans la société. Je me suis dit, mais dans tout ça, j'ai pas pensé aux hommes. Dommage. Et donc, la question de la nuit, c'est comment est-ce que les hommes s'impliquent dans la Maison des Femmes ? Et au-delà de la Maison des Femmes. Il y a des hommes soignants. Donc nous en avons à la Maison des Femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certains sont choqués. Dire, mais comment vous mettez au contact de femmes qui finalement sont en général victimes d'autres hommes, des hommes, comment est-ce qu'elles pourraient leur faire confiance, comment est-ce qu'elles pourraient se déconnecter du sexe. Et en fait, moi je trouve ça plutôt très bien de montrer aux femmes qu'il y a des hommes qui sont tout à fait amis, sur lesquels elles peuvent compter, qui ne vont pas les trahir, et que tous les hommes ne sont pas finalement des brutes épaisses dont il faut se méfier. Donc cette présence des hommes est très positive, et de toute façon, dans le soin, il y a beaucoup de femmes. C'est un métier de femme, le care, c'est notre vocation depuis la nuit des temps. Et quand il n'y a que des femmes, on n'est pas vraiment dans la vraie vie, on est dans un quant à soi. Et j'ai toujours apprécié qu'en fait, il y ait une certaine mixité, c'est jamais la parité. Plus vous montez dans l'échelon hiérarchique soignant, plus il y a des hommes. Mais dans le soin de base, il y a quasiment 99% de femmes. Donc les hommes sont présents et bienvenus. Et puis, aux côtés de nos patientes, il y a parfois des hommes bienveillants. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qu'elles ont rencontré dans la rue, qui est leur communauté, qui a compris qu'elles étaient complètement perdues, qui met à leur disposition sa connaissance de la société française et des codes qu'elles n'ont pas. Ça peut être un conjoint qui se dit « mais cette femme, je l'aime ». Et en fait, notre relation est complètement viciée par la douleur qu'elle ressent, par cette mainmise qu'on a mise sur son corps, sur son désir. Et j'aimerais tellement que, en fait, ça ne soit pas comme ça. Est-ce que je peux l'accompagner ? Après, à nous de démêler les fils aussi. Est-ce que cet homme vient parce que il n'est intéressé que par son propre plaisir et que finalement il voudrait une partenaire plus active parce que c'est plus marrant ? Est-ce qu'il est extrêmement empathique avec sa femme et que c'est son bien à elle qu'il veut ? C'est jamais aussi tranché. Comment la Maison des Femmes a fonctionné depuis 1 an ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un confinement, pas de confinement ? Voilà, comment ça fonctionne et qu'est-ce que cette période révèle ? Je dirais qu'on a plutôt très bien fonctionné.
Parce qu'en tant que soignants, nous n'étions évidemment pas confinés, donc au boulot tous les matins. Et malgré que l'équipe soit tombée malade à tour de rôle, on a fait ça très bien. On n'a jamais été toutes malades en même temps, donc il y avait tout le temps suffisamment de monde. Pendant le premier confinement, on a vu pratiquement exclusivement des femmes qui avaient besoin d'avorter. Probablement parce que c'est la seule chose qu'on peut pas trop remettre à demain, confinement ou pas. Et on a maintenu un lien par téléphone, par visioconsultation, avec les patientes les plus fragiles qu'on savait vraiment en difficulté. Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est pas toujours facile de recevoir un appel quand on est enfermé avec son agresseur. Et ça demandait un petit peu de doigté. Mais très vite, alors on a beaucoup travaillé aussi en soutien aux équipes de l'hôpital parce qu'on commençait à recevoir des dons un peu avant tout le monde, de blouses, de gel, et puis voilà, on a essayé d'en faire profiter au maximum nos collègues. Et puis dès le déconfinement, on a vu évidemment, comme tous les gens qui s'occupent de violences, arriver toutes les femmes qui n'étaient pas venues consulter parce qu'elles étaient soit complètement fermées par leur conjoint, soit, comme beaucoup de gens, terrorisées par le virus en se disant « mais si je sors, je vais mourir, si je vais à l'hôpital, je vais l'attraper », donc qui n'ont pas consulté alors qu'elles avaient de vrais problèmes de santé. Donc on les a vues arriver en masse et notre activité a grimpé de 30% très très vite. Et ce qui nous a frappé, au-delà de la shadow pandémique des violences, c'est l'isolement. Et en fait, ce dont ces femmes souffraient beaucoup, c'était de ne plus avoir de lieu ressource, de ne plus avoir de contact avec d'autres femmes, de ne plus venir aux ateliers, et d'être complètement déconnectée de tout ça. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir parce qu'on s'est dit, finalement, on va être obéissant, c'est sûr, on va respecter les gestes barrières, mais on va plus fermer les ateliers comme ce qu'on a fait. Et on s'est acharné à maintenir nos ateliers, qu'on a essayé de tenir dans le jardin quand il faisait beau, pour ne pas trahir les règles sanitaires. Mais vraiment, ça nous a paru peut-être le meilleur service à rendre en cette période complètement troublée aux femmes, de leur dire: il y a encore du collectif, il y a encore du partage, il y a encore de l'émotion avec d'autres, et nous sommes là. Donc ça a été un bel enseignement sur l'importance du collectif, de notre offre collective, qui n'était pas à l'origine aussi développée à la Maison des Femmes et qu'aujourd'hui nous poussons vraiment. Nous avons même rajouté un atelier jardinage qui n'existait pas, un atelier percussion, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire collectivement nous paraît extrêmement utile. Et l'autre chose que ça nous a montré, c'est que énormément de gens se sont lancés dans la compassion, l'empathie, le partage, et on a vu affluer des propositions de dons tout à fait incroyables, des bénévoles dans tous les domaines. Enfin, les gens avaient tellement envie de donner que c'était vraiment une période extrêmement touchante. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Lumière Rose. Est-ce que ça creuse les inégalités, cette affaire de confinement et de crise sanitaire ? Mais ça creuse grave, comme disent les jeunes. Parce que il y a les gens qui avaient un boulot, les salariés, qui ont été quand même un peu épargnés. Et puis il y a toutes ces femmes et ces hommes qui avaient des petits boulots précaires, au noir, de ci, de là, qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Il y a tous ces gens dont les enfants mangeaient un vrai repas chaud à l'école et qui ne l'avaient plus. Il y a ce que Laurence Rossignol appelle le frigo vide après la Covid. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont des appartements agréables avec un ordinateur dans chaque pièce, et il y a des gens où les 6 enfants doivent faire leur devoir sur le même ordinateur vieillissant. Et là aussi, on a reçu par exemple des tablettes qu'on a pu redistribuer à des familles où les enfants n'arrivaient pas à étudier par manque de moyens. Donc, non, les inégalités se sont amplifiées et répercutées sur les enfants. Il y a des familles où, bien sûr, la culture est dans la maison, et tout cela est fort agréable, et il y a peu de tabous, et on parle et on échange. Et puis, il y a des familles où on parle de rien, parce que tout est tabou, et que de toute façon, la parole des enfants et celle des femmes ont assez peu de valeur. Et ces familles-là sont infiniment plus punies que les autres, très clairement.
Alors, la Maison des Femmes a des petites sœurs. Vous nous en parlez ? Bien sûr, puisque je dis toujours qu'en tant qu'accoucheur, mon plus grand plaisir, c'est de mettre des enfants au monde. Donc, mettre des petites maisons des femmes au monde ailleurs en France, oui, c'est extrêmement jouissif. C'est un mot qui va bien avec Coquelicot. Et oui, ce qui nous a... Alors, pour le coup, on s'y attendait pas, parce que c'était pour nous une expérience dans un territoire très concrète, avec les moyens du bord. Et quand on a vu arriver d'autres équipes, très vite, disant, mais en fait, j'avais envie de faire un truc comme ça, mais j'avais pas bien modélisé. Et ce que vous avez fait, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Comment vous pouvez m'aider ? On a compris qu'on avait peut-être inventé un truc. Et chaque fois qu'une équipe vient nous voir aujourd'hui, on l'accompagne avec beaucoup de plaisir. Encore un mot, Coquelicot. Et ce qui nous a permis, 9 mois après, d'avoir une petite sœur à Bruxelles, 18 mois après, à Bordeaux. Il y a un bébé qui est un petit cousin qui est à Tournu, puis Brive-la-Gaillarde, et puis aujourd'hui, Marseille, Rennes, Plaisir, la Pitié-Salpêtrière, etc. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un peu une nouvelle médecine quand même. On prenait en charge des victimes de violences, pas avec la même intensité, pas avec la même efficacité, mais on en avait tous dans nos consultations. Aujourd'hui, elles ont une vraie place. Il y a des compétences nouvelles que nous avons acquises et que nous essayons de donner à d'autres équipes. Et notre objectif aujourd'hui, en fait, c'est de réunir toutes ces équipes sous une même bannière. Donc, on vient de créer un collectif qui s'appelle Restart pour Renaissance. Ça peut paraître un peu prétentieux d'avoir choisi un nom anglais, mais comme on a une petite sœur à Bruxelles, une autre bientôt à Mexico, on s'est dit qu'il fallait vraiment être international. Et ce qui va être vraiment génial avec Restart, c'est que toutes ces maisons des femmes qui finalement émergent, tâtonnent, vont pouvoir se retrouver, partager leurs questionnements, partager leurs compétences, partager leurs données, et au final, partager leur pouvoir, parce que à être tous préoccupés de cette même médecine de la violence, à être tous en train d'essayer d'inventer des solutions, je pense qu'on va devenir incontournable et qu'on sera tout à fait légitime à proposer au gouvernement, au ministère de la Santé, des solutions innovantes et que probablement on serait mieux entendu. Pourquoi le clitoris est absolument d'actualité ? Parce que il a réémergé dans la société depuis pas très longtemps, parce que la parole se libère. Il est parfois dans l'actualité pour des raisons un peu morbides, quand on est dans des thématiques de violence, d'inceste, de viol. Il est pas là où il devrait être. Mais aujourd'hui, peut-être pas autant qu'on le pense, mais un peu quand même, les femmes peuvent parler plus librement de leur plaisir, de l'intensité de leur plaisir, de leur manque de plaisir. On sort un petit peu du schéma, je pense, tu dois jouir, tu dois avoir une sexualité, tu dois ceci, tu dois cela, et qu'il y a peut-être plus de nuances, et elles s'autorisent peut-être plus à vraiment dire ce qu'elles pensent. Ce qui n'empêche pas que beaucoup trimballent des convictions fournies par le porno, les journaux féminins, sur comment devrait être leur sexualité, pourquoi elle n'est pas aussi bien qu'elle devrait être, pourquoi elle est pas assez ou trop, pas au bon moment. Et c'est extrêmement pesant, ça, pour les femmes. En quoi Coquelicot est une ressource quand tout s'effondre ? Carrément. Carrément. Ah ben, carrément. Mais probablement parce que en partant du plaisir des femmes, ce plaisir qui a été longtemps nié, y compris même dans les chansons, hein, une femme honnête n'a pas de plaisir, et nié à tel point que on coupe depuis plus de 5000 ans le clitoris des petites filles dans différentes religions, dans différentes parties du monde, en toute bonne conscience. Et les patientes nous disent encore non, mais on m'a expliqué que c'était parce que sinon j'allais trop m'intéresser aux hommes. On en est encore là. Donc je pense que le fait de le mettre là sur la table comme ça, en disant bon ben voilà, il est libéré, il a le droit d'exister, ça légitime aussi un peu cet accès des femmes au plaisir, qu'elles sont rares quand même à revendiquer de manière très libre.
Et même chez les adolescents. D'ailleurs, on en est encore au schéma. Un garçon qui a plein de conquêtes, c'est un beau gosse. Une fille qui a des plans cul, c'est une pute. Et c'est terrible. Donc oui, Coquelicot est nécessaire. Coquelicot, pour moi, ça évoque la sororité, ça évoque la liberté. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales. J'ai lu un chiffre terrible sur le nombre d'excisions en France. On en est à combien ? Je ne sais pas combien on fait d'excisions en France. Probablement très peu, parce que la France a une politique assez raide, et elle a très bien fait, de répression, d'éducation, de prévention. Et là où on aurait été tenté de dire de quoi je me mêle, c'est pas ma culture, je sais pas mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Là, pour le coup, il fallait rester très simple. Une petite fille a droit à son intégrité corporelle. Et j'ai pas plus le droit de lui couper le clito que le bout de l'oreille. Le bout de l'oreille, tout le monde aurait dit oh là là, non, c'est pas possible. Et le clito, il y a encore des gens qui disent mais c'est pas ta culture. Occupe-toi de tes affaires, espèce de tout bas blanc. Et la France a eu ce courage de dire non, toutes les petites filles sont égales, toutes les petites filles doivent être protégées, et donc c'est interdit. Et de ce fait, je pense qu'il y a très peu quand même d'excisions qui sont encore pratiquées en France. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, il y en avait pas mal, parce que j'ai pas mal de patientes qui sont jamais reparties au pays, qui sont quand même excisées. On considère qu'il y a 126 000 femmes excisées qui vivent en France. Je ne sais pas très bien comment on atteint ce chiffre, par extrapolation sans doute, parce qu'il ne peut pas être exact. Et ce sont des femmes qui soit sont issues d'immigration, soit sont des Françaises nées en France et parties en vacances chez leurs grands-parents et rattrapées là par la tradition. Donc c'est un chiffre qui nous concerne évidemment puisque ce sont nos consoeurs. Et en même temps, c'est très très difficile de le faire baisser parce que c'est pas en France que ça se passe. Et ce qu'il faut absolument, c'est convaincre les pays où se pratique l'excision de l'absence de bien fondé de cette pratique, de son côté extrêmement maléfique. Et on parlait des hommes, et c'est là où les hommes doivent réellement intervenir. Parce que on est dans un schéma pour plein de choses. L'obsession des mères pour la virginité de leurs filles, c'est exactement la même chose. On est dans un schéma où les mères vont être les gardiennes du temple de leurs filles, donc les empêcher de sortir, les traumatiser, fais attention à ce que tu as entre les jambes, c'est la chose la plus importante du monde, ne la donne pas à n'importe qui, comme si on donnait son hymen, c'était le plus beau cadeau, et idem pour l'excision. Donc elles se sentent responsables que leur fille soit bien éduquée, honnête, excisée, propre, sans désir. Pourquoi ? Pour pouvoir la marier. Et tant que les hommes ne diront pas mais en fait, on n'en veut pas de cette femme-là. C'est pas intéressant. On veut une vraie femme vivante, désirante. Et bien, tant qu'ils ne diront pas ça, je crains que les mères ne continuent à vouloir, dans ce schéma qu'on a beaucoup de mal à faire exploser, garder la main sur la pureté de leur fille et l'honneur de la famille. Depuis 2018, vous êtes mobilisé avec un collectif de médecins pour pousser à légiférer concernant trop de pornographie en libre accès sur les écrans pour nos jeunes notamment. Et puis votre propos que, disons, vous traitez aussi dans votre dernier livre, Le sexe et l'amour dans la vraie vie, paru en 2020. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer de davantage sensibiliser et éduquer les jeunes aux questions de violence et de sexualité ? Leur parler, tout simplement, et leur parler vrai. Il y a encore beaucoup d'écoles où on a très très peur de faire entrer des gens qui viendraient parler sentiments, émotions, sexe et violence dans la famille, parce que c'est quand même de ça dont il faut parler avec ces enfants-là. Il faut pouvoir aller à leur rencontre. Il faut que des gens compétents puissent le faire. Il faut aussi qu'on mette à leur disposition des ouvrages comme Le sexe et l'amour dans la vraie vie, que j'ai co-réalisé avec Clémentine Dupont-Avis, qui en est la cheville ouvrière. Là, je travaille aussi avec 2 jeunes femmes sur un autre outil de prévention autour de l'inceste.
Et je peux en parler parce que c'est n'est pas secret. Mylan, la chanteuse, a été elle-même victime d'inceste et elle est en train de sortir une magnifique chanson qui s'appelle Le Loup et qui en parle. Et en même temps, elle a dessiné et écrit un petit conte pour enfants qui s'appelle Le Loup. Et avec une collègue psychologue, nous essayons de faire de tout ça un véritable outil de prévention, avec un livret à destination des parents et des éducateurs et des profs, pour savoir, quand je mets entre les mains d'un enfant un livre qui traite de l'inceste, ce n'est pas neutre. Et donc, comment je lui en parle, comment je réponds à ces questions, comment je me positionne. Il faut aider les familles à aborder ces questions, il faut aider l'école à aborder ces questions, parce que si on ne le fait pas, les enfants vont s'éduquer autrement, ils vont s'éduquer entre eux, et la force du groupe en général, ça fait pas toujours du bien, et puis ils vont s'éduquer sur YouPorn, ce qui est une catastrophe. Oui, mon fils a 15 ans et il a eu droit à quelques interventions à l'école, mais plutôt orientées prévention, contraception. Danger. Ouais, danger. Et il revient à la maison et il nous confie le soir qu'il est très inquiet parce que et je cite dans le texte, « Maman, j'ai peur de ne pas arriver à enfiler la capote ». Et il a fallu qu'on puisse échanger tranquillement pour lui rappeler que a priori quand il va se lancer dans la grande découverte sensorielle avec quelqu'un d'autre, ils seront deux et que ils seront tous les deux responsables d'en faire un joli moment et qu'il sera pas tout seul à avoir sa galère de devoir enfiler la capote et derrière ça l'obligation quasiment de bander. En fait, il y a cette attente de... Je lui dis, non. Qu'est-ce que vous en dites de cela ? Moi, je dis qu'on a raté l'objectif. Si tout ce qu'il a retenu de ce moment de sensibilisation, c'est, mon Dieu, il va falloir que je bande fort. Et aussi, ils pensent bande longtemps, parce que sur YouPorn, ils bandent pendant des heures, les garçons, quand même. Et ils font l'amour plein de fois de suite, et ils éjaculent 3 tonnes de sperme. Et comment je vais faire pour être comme ça ? Je ne suis pas normale. Je pense que c'est ça que ça génère, donc dommage. Alors, quand nous, on va dans les lycées, les collèges, on parle beaucoup de cette fameuse première fois qui, même quand ils roulent des mécaniques, on voit bien que c'est quand même assez central dans leurs préoccupations. Et pour dédramatiser, pour dire qu'en fait, ils s'y jouent tout à fait autre chose et que si cette première fois ne va pas jusqu'au bout, mais c'est absolument pas grave, ni déshonorant, et qu'il faut se faire confiance et accepter l'inconnu. En 2021, elles en sont où, les femmes avec le désir ? Je pense que toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne, mais qu'une bonne partie d'entre elles restent quand même empêtrées dans le désir, parce que de toute façon, le désir est tellement variable dans la durée de nos vies. Il n'est pas le même à l'adolescence, il n'est pas le même après la naissance du premier enfant. Il a besoin d'être accompagné, soutenu. Il est très dépendant du désir de l'autre. C'est très compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de ce que je vous disais, d'accompagnement pour comprendre, oui, c'est pas très grave si j'ai pas une libido échevelée après mon 3e, et si mon épisiotomie me fait mal, et est-ce que j'ai pas le droit quand même de me laisser souffler, d'attendre que ça revienne, est-ce que je suis normale, est-ce que mon mari va me quitter, enfin, ces questions-là, elles reviennent en boucle dans toutes nos consultations, et ce qui montre bien que le désir est quand même encore source de difficultés. Et pas uniquement source de plaisir. Rada, qu'est-ce qui t'a le plus remué dans ton rapport au plaisir féminin ? Difficile de répondre à ça, même après une très très bonne séance de coquelito. Je crois que ce qui m'a vraiment remué, c'est la découverte de l'excision. Parce que j'y connaissais rien. C'est pas un sujet dont on nous parle dans nos études de médecine. Et je l'ai découvert sur le vif, c'est-à-dire en essayant d'accoucher une femme excisée.
Et là, j'ai pris conscience que des hommes avaient, il y a des milliers d'années, découvert qu'on pouvait découper un morceau d'une femme sans que ça porte à conséquence finalement, puisque cette femme ne mourait pas, puisqu'elle continuait à enfanter. Et pour moi, c'était vertigineux de dire qu'on pouvait se donner ce droit-là sans que ça vous questionne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les hommes qui ont dû développer cette compétence, même si ce sont les femmes qui coupent, se sont dit mais est-ce que je suis pas en train de commettre un truc super irrémédiable et dégueulasse? Et là, je me suis dit waouh, en fait, le corps de ces femmes ne vaut vraiment pas grand-chose. Et je parle même pas de leur plaisir qui ne devrait pas exister en réalité. Alors comme ça, d'un coup d'un seul, c'est bizarre comme transition, mais mettre de la poésie dans les rapports sexuels, ça pourrait ressembler à quoi? Je pense que chaque couple devrait avoir sa recette, puisque ce qui est poétique pour les uns ne l'est pas du tout pour les autres. Mais plus que de la poésie, je dirais qu'il faut mettre de la liberté, en fait. Il faut s'autoriser. Et c'est rare de vraiment s'autoriser à dire ce qu'on pense, ce dont on a réellement envie, au moment où on en a envie, comment on en a envie. On est quand même toujours ralenti par mais qu'est-ce qu'il va penser, mais est-ce que je peux vraiment, où est-ce que ça va nous amener tout ça, oh là là, non, n'allons pas vers des trucs inconnus qui font peur. Je pense que c'est ça, c'est se lâcher en fait, qui amènera la poésie qui convient à chacun dans ce corps à corps. Alors avant de se dire à bientôt, Rada, je t'invite ici dans ce studio où chacun va s'installer dans son espace intime de nouveau, à prendre le temps de se reconnecter depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc là, je vais te proposer de nouveau une reconnexion à soi et à nous. J'y vais. Parce qu'on vient de vivre quelque chose, un voyage là aussi ensemble. Et je vais te poser une série de questions. Tu réponds comme ça vient. C'est plus association libre, on va dire. D'accord. Assez court. C'est très psychanalytique tout d'un coup. N'est-ce pas ? On a ça aussi. On a ça aussi dans la Manche. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité et de force ? Tout le temps. En quoi ton coquelicot est-il une force ? Parce que depuis toute petite, je l'ai découvert assez tôt, il me permet d'accéder au plaisir et à la liberté que ça donne. Il est d'accord. C'est un peu plus haut que l'occitane, ça. Oui, mais quand même, il y a quelqu'un qui a répondu. Je vais faire un petit cours d'anatomie. Il y a quelqu'un qui a répondu. C'est quoi ces super pouvoirs à coquelicot ? Ces super pouvoirs à coquelicot ? Enfin, le tien, hein. C'est quoi ces super pouvoirs ? C'est de me guider, en fait, vers mon vrai désir et de me remettre dans le droit chemin quand je pense que peut-être, mais en fait non. Donc oui, je l'écoute. Et continue à vous parler d'ailleurs. Toi aussi, tu es à l'écoute, relié à ces femmes, à ces hommes, par cette démarche. Quels sont les mots qui t'ont touché dans ce qu'on a partagé depuis une heure ? Peut-être les mots de poésie, les mots de... je sais pas qui l'a employé, mais de plaisir. Peut-être que ce nom de coquelicot qui a à la fois un côté amusant et qui finalement a une signification assez profonde. Et peut-être aussi le fait des hommes. Je pense que j'ai apprécié et ça me touche parce que je suis très attachée au fait de remettre les hommes dans ce que vivent les femmes. Parce que même si parfois elles vivent des choses entre femmes, il y a une grande majorité d'interactions et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Coquelicot, tu ressens quoi, toi? Il est serein. Il vous remercie. Coquelicot à présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots. Avec quoi tu repars? Je repars avec encore de nouvelles rencontres, encore de nouveaux partages, encore de nouvelles pistes à explorer dans cette question du plaisir, de la féminité et de l'autonomie. Merci Radha pour ce beau voyage. À très bientôt. Merci à vous toutes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.